Des explications à apporter sur le taux de chômage, pourquoi recule-t-il autant, sur les salaires, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de progression mensuelle des salaires. Il y a des questions quand même derrière ce rapport. Je dirais que c'est un rapport fascinant parce qu'il est fascinant à deux niveaux. Au premier niveau, il explique peut-être un tout petit peu la victoire de Donald Trump. Une économie qui a pratiquement du plein emploi mais qui n'arrive pas à payer plus ses employés, ça rend les gens plutôt dissatisfaits. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir évidemment quand les gens ont voté. Je dirais l'autre chose qui est très très intéressante, c'est qu'en fait, en ce moment, on a deux phénomènes. On a un marché boursier, les actions qui montent très très fort, et on a les obligations qui s'effondrent avec des taux qui montent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, le marché obligataire attend de l'inflation, mais que le marché boursier, il attend de la croissance. Et ce qu'on voit avec le chiffre aujourd'hui de l'emploi, à cause de ce chiffre de salaire qui n'augmente vraiment pas beaucoup, à 2,5, c'est que la croissance aux États-Unis, on va la voir, et on l'a déjà. Par contre, l'inflation, on la voit pas vraiment venir. Et tant qu'il n'y aura pas une nette hausse des salaires, puisque c'est les salaires qui sont le principal vecteur d'inflation dans les composants des indicateurs économiques, on peut dire qu'on est dans un Goldilocks, en fait, comme on dit, un état vraiment fantastique où l'économie peut progresser, accélérer sans qu'il y ait d'inflation. Et c'est ça, le scénario boucle d'or pour les marchés, pour la Réserve fédérale américaine, on l'imagine, qui ne sera pas obligée de se précipiter pour remonter ses taux. Jean-Jacques, votre commentaire et la question sur les salaires également, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que ça nous dit du cycle américain? C'est la statistique, bien sûr. Sentiment à vous, Grégory, est-ce que le marché est allé trop vite? Alors en plus, tout a été accéléré par l'élection de Donald Trump, mais est-ce que le marché est allé un peu trop vite sur cette nouvelle histoire d'inflation, cette nouvelle histoire de croissance qu'on a envie de voir aux États-Unis? Je dirais un peu ce que dit votre invité, et il a raison. Il y a deux marchés. Ce marché obligataire qui vraiment a peur de l'inflation a un peu paniqué. Et puis, en fait, de dire que le marché action a été trop vite, c'est peut-être pas la réalité, parce qu'en fait, si vous regardez, par exemple, les derniers chiffres du produit national brut aux États-Unis, sur le troisième trimestre, le profit des entreprises était déjà en hausse de 5,5%, ce qui est assez remarquable. Si l'année prochaine, vous avez des baisses d'impôts pour les individuels, pour les compagnies, des programmes d'investissement massifs et une baisse de la réglementation dans beaucoup de secteurs, la croissance, on l'aura. J'ai même pas de doute là-dessus. Donc vraiment là, il faut voir que peut-être qu'on a trop paniqué sur le retour de l'inflation et peut-être qu'on se pose trop de questions sur le retour de la croissance, qui semble, en tout cas ici aux États-Unis, être une possibilité pour le début de l'année prochaine. Oui, c'est ça. Donc plutôt l'histoire de croissance, ce qui est joué par les marchés actions, et pour l'histoire d'inflation ou la nouvelle histoire d'inflation, c'est encore à du jour issu du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Le chiffre qui suscite quelques interrogations peut-être, c'est cette légère baisse ou la diminution du rythme de progression des salaires, puisque sur un an on est sur une hausse du salaire horaire moyen de 2,5%, on était sur un rythme de 2,8% le mois précédent, et si on prend la progression des salaires aux États-Unis sur un mois, on a même un léger retrait, moins 0,1%, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un moins devant pour la progression des salaires au mois de novembre aux États-Unis. Quelle leçon est-ce qu'on en tire, Grégory, notamment quand le marché s'est mis à acheter de manière un peu massive, excessive, peut-être une histoire d'inflation, notamment aux États-Unis? Oui, c'est exactement la question. Pourquoi est-ce qu'on a anticipé tellement d'inflation aux États-Unis et pourquoi ces salaires, en fait, ne progressent pas plus rapidement? Alors, je dirais, si on anticipe de l'inflation aux États-Unis, c'est parce qu'on sait que, avec tous les programmes de stimulus de l'économie de Donald Trump, le taux de croissance devrait passer à 3 ou même 4% l'année prochaine. Mais, et c'est ça le grand mais, pour qu'il y ait de l'inflation dans une économie, la courroie de transmission à l'inflation, c'est par les salaires. L'inflation, elle ne viendra pas de la hausse des prix de la viande, des légumes, elle viendra vraiment de la hausse des salaires. Et
ne la voyant pas aux États-Unis, ça remet en cause peut-être ce scénario qui avait été mis en avant un peu trop rapidement par les marchés obligataires, d'une remontée très rapide des taux d'intérêt. On a eu quand même le 10 ans qui est passé de 1,5 à 2,5 depuis en un mois aux États-Unis. Et ça met même en question de savoir si est-ce que la Fed l'année prochaine va être agressive, parce que la Fed, si elle ne voit pas les salaires progresser ou les voit progresser seulement entre 2 et 2,5%, ne peut pas vraiment monter les taux, parce qu'à ce moment-là, disons, on pourra accuser la Fed tout simplement d'avoir cassé la reprise. Donc ça sera une situation difficile pour la Fed. Et par contre, pour les marchés financiers, je dirais, c'est une bonne situation, cette croissance qui va se traduire par une augmentation des profits des entreprises. Et si les profits des entreprises, là on parle comme un capitalisme brutal, mais si les profits des entreprises augmentent et que les salaires n'augmentent pas, vous voyez que les marges vont augmenter, les résultats vont être satisfaisants, et je dirais que pour les marchés boursiers, on est vraiment là dans un environnement qui est très porteur, mais je dirais aux États-Unis. On ne peut pas vraiment avoir le même discours pour le reste du monde. Non, l'histoire européenne, et on le comprend aujourd'hui, est un peu différente encore aujourd'hui en termes de croissance, en termes de rythme d'inflation également. Juste un mot, comment est-ce qu'on comprend, Grégory? Alors, comment on fait le lien d'ailleurs? Parce que on a un taux de chômage qui recule très nettement. On passe de 4,9% à 4,6% pour le taux de chômage au mois de novembre. On est sur un plus bas depuis 9 ans maintenant aux États-Unis. On n'a pas cette accélération des salaires, mais on a un taux de chômage qui ne cesse de reculer. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, Grégory? Oui, alors là, il y a un mot et il y a un chiffre, ça s'appelle labor participation, donc c'est la participation de la population totale au marché du travail. Et sur le mois de novembre, il y a eu plus de 300 000 Américains en moins qui étaient dans le marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été renvoyés, parce que s'ils avaient été renvoyés ou s'ils avaient perdu leur emploi, ça serait des chômeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des raisons, démographiques, il y a moins de gens qui rentrent dans ce marché du travail, ou des gens qui en sortent, prenant leur retraite par exemple. Pour des raisons d'éducation, vous avez des gens qui poursuivent peut-être leurs études d'une année ou de 2 ans, ou qui recommencent à faire des études pour essayer d'avoir des emplois meilleurs ou avec une meilleure rétribution. Donc ça veut dire tout simplement que la masse totale de la population qui est à même de travailler est en train de diminuer. Et je dirais c'est plus un problème démographique, en fait, d'une certaine façon, que un problème économique. Donc on peut quand même dire que ces 4,6% représentent la réalité d'un pays où c'est pratiquement le plein emploi, mais avec des gens qui sont pas très satisfaits, et ça s'est vu lors des élections au mois de novembre, puisque en fait plein emploi ou pas, leur pouvoir d'achat non seulement ne progresse pas, mais en fait il diminue, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais par exemple par rapport à il y a 10 ans, si votre salaire n'a augmenté que de 2,5% en moyenne, le coût de la vie a augmenté beaucoup plus que ça. Donc ça explique assez bien, disons, cette montée de Donald Trump en puissance sur ces derniers mois. Oui, on a dans ce rapport mensuel sur l'emploi une partie effectivement de l'explication du vote en faveur de Donald Trump, une économie au plein emploi, on peut toujours en débattre, mais grosso modo on y est, avec une très faible accélération des salaires et des gains de pouvoir d'achat qui sont limités. D'ailleurs, un mot du pétrole peut-être à ce sujet, Grégory, on évoque souvent la répercussion assez immédiate et assez directe de l'augmentation des prix du pétrole sur les prix à la pompe aux États-Unis. Est-ce que c'est en train de devenir un sujet, ou est-ce que ça peut potentiellement devenir un sujet pour les prochains jours, les prochaines semaines? Écoutez, j'aimerais bien répondre pratiquement par une boutade, c'est-à-dire que plus le pétrole baissait, et on a eu quand même un pétrole qui est passé de $100 à moins de $30 le baril, plus tout le monde disait c'est fantastique, la consommation va exploser aux États-Unis, va atteindre des niveaux fantastiques. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, en fait, les Américains dépenser plus parce que le pétrole était moins cher. Ils ont peut-être économisé un tout petit peu plus. Donc maintenant, il faut être très prudent en disant le pétrole remonte, ça va avoir un impact négatif sur la consommation. Il faut apprendre les leçons un peu de ce qu'on vient de voir. Et l'autre chose, je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Réserve fédérale et tous les statisticiens, quand ils regardent l'inflation, tout simplement, ils regardent l'inflation sans 2 secteurs importants, la nourriture, mais surtout sans le secteur de l'énergie, parce que c'est des chiffres beaucoup trop volatiles. Donc
je dirais, la remontée du cours du pétrole, en tout cas pour les États-Unis, aura peut-être beaucoup moins d'importance pour la consommation et beaucoup moins d'importance pour l'inflation qu'on pourrait y penser. Bon, alors tiens, on parlait d'emploi, la préservation des emplois sur le sol américain, là c'est le premier cheval de bataille de Donald Trump, qui je crois hier était dans l'Indiana, c'est ça, on en parlait il y a quelques jours avec vous, pour défendre les emplois d'une société d'appareils de climatisation. L'entreprise s'appelle Carrier, et ce sont 1000 emplois qui sont préservés ou qui sont en passe d'être préservés sur le sol américain. L'entreprise voulait délocaliser ses emplois au Mexique, je crois, de mémoire, Grégory. Et Donald Trump en fait un emblème. Il menace même assez directement les entreprises américaines qui auraient la mauvaise idée de chercher à délocaliser un certain nombre de postes et d'emplois. Oui, c'est assez intéressant comment il a utilisé cette histoire. Donc il a mis de la pression sur Carrier, mais surtout sur la compagnie qui possède Carrier, qui s'appelle United Technologies. United Technologies, c'est une des 50 plus grandes compagnies aux États-Unis, mais c'est surtout une compagnie qui dépend énormément des contrats du gouvernement, et notamment dans le transport, l'armement, puisque 10% des revenus de cette compagnie dépendent du gouvernement américain. Donc il était en position de force en prenant son téléphone et en disant « Ouh là là, vous allez garder ces emplois ». Qu'est-ce que l'État a offert? Et ça, c'est l'État de l'Indiana. Ils ont offert des crédits d'impôt de 7 millions. C'est pas beaucoup, puisqu'en fait, Carrier pensait économiser 60 millions de dollars en délocalisant. Mais je dirais, il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça a donné une leçon peut-être à beaucoup d'autres compagnies américaines maintenant qui vont tout simplement réfléchir à deux fois parce qu'elles n'ont pas envie de subir la pression du gouvernement, ou bien ça va donner la leçon à des compagnies qui vont essayer directement de négocier des avantages fiscaux avec le gouvernement. Et puis, pour l'anecdote, c'était assez intéressant, dans la conférence de presse hier de Donald Trump, il disait « Ah, j'ai parlé au CEO de UTX, un type fantastique, comme il dit, extraordinaire, great guy, mais il m'a dit « Ah, mais on vient de construire l'usine au Mexique, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et Donald Trump lui a répondu « Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la détruire si vous voulez, c'est le dernier de mes soucis, mais vous n'allez en tout cas pas envoyer des Américains travailler au Mexique. » Donc c'était un peu la réponse du président américain. Je dirais en fait, la dernière chose à laquelle on pense pas, c'est qu'au niveau public relation, relations publiques, publicité, pour la maison Carrier, je ne sais pas si vous les connaissiez, moi je les connaissais parce que tous les airs conditionnés qu'on a ici aux États-Unis, mais en fait, ils ont eu une publicité gratuite très très favorable et rien que ça, je pense que ça va avoir un impact très bénéfique sur leurs profits, beaucoup plus que l'économie qu'ils auraient eu en envoyant un millier de travailleurs au Mexique. C'est l'effet Trump, alors magnifique sur les ventes peut-être à venir effectivement des climatiseurs Carrier. Et puis alors ça a été l'actualité quand même surprise hier soir. Il faut qu'on en dise encore un mot, Grégory, puisque le titre Starbucks est un peu sous pression, il faut le noter, moins 2%. La démission surprise de Howard Schultz, qui s'explique, qui passe la main, mais il faut quand même qu'on explique ce qui s'est passé. Enfin, c'est un PDG emblématique d'une compagnie américaine emblématique. Oui, il s'en va pas vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il était à la tête de cette compagnie qu'il avait créée, et Starbucks était devenu quand même non seulement une des marques les plus connues au monde, mais une des compagnies à plus forte croissance au monde. Évidemment, quand vous arrivez à une certaine taille, cette croissance, elle commence à ralentir. Et ce que Schultz veut faire, c'est consacrer tout son temps et toute son énergie à une petite partie pour le moment de l'activité de Starbucks qui s'appelle Starbucks Reserve, qui est une activité en fait de café haut de gamme. Il veut évangéliser le monde en disant écoutez, maintenant vous achetez des cafés normaux, très bons à Starbucks à 4 ou 5 euros. Moi je vais vous vendre des cafés à 12 euros la tasse, mais vous allez les voir être torréfié sous vos yeux, vous aurez un service de luxe, vous allez avoir des sommeliers spécialisés pour le café. Donc je dirais tout simplement, Schultz, il n'a plus rien à prouver, il a dirigé cette compagnie, il en a construit une compagnie qui maintenant a 25 000 restaurants, si on peut dire, et ce qu'il veut faire, c'est développer un relais de croissance auquel il croit, avec ce nouveau concept. Il y a déjà en Asie un ou deux de ces hyper Starbucks qui sont immenses et avec des prix très très élevés. Je pense que ça remet pas du tout en question les Starbucks habituels. La réaction des investisseurs, je dirais, c'est plutôt juste parce qu'ils réalisent qu'en fait l'histoire de la croissance de Starbucks c'est un peu derrière nous et que si Schultz réussit, d'accord, mais si en fait cet effort sur le café de luxe ne marche pas, il faudra se contenter d'avoir une super entreprise très très rentable mais avec des taux de croissance absolument naturels.
Bon, ce qui est déjà pas mal. Un mot aussi, alors là aussi je crois que la décision n'a pas encore été rendue, mais un comité américain chargé de superviser les investissements étrangers recommande à Barack Obama, encore président, d'annuler le deal qui prévoit le rachat d'une entreprise allemande par une entreprise chinoise. Donc on se dit, qu'est-ce que les États-Unis viennent faire là-dedans? Extron, c'est l'entreprise de semi-conducteurs allemande qui est normalement en passe d'être rachetée par un groupe chinois. Ça pose problème visiblement pour des raisons de sécurité, comme souvent aux États-Unis. Oui, alors pour le moment la décision n'a pas été prise, mais en fait les fuites semblent indiquer que c'est CFIUS, le comité contre les activités anti-américaines, en gros, qui va bloquer cette vente. Pourquoi? Tout simplement parce que 10% de la production de cette entreprise technologique de semi-conducteurs, on les retrouve dans les satellites militaires aux États-Unis fabriqués par Northrop Grumman. Donc très très délicat pour les Américains quand on connaît ce que font beaucoup de compagnies chinoises qui ne sont pas des compagnies privées mais qui dépendent directement de l'État, d'imaginer que l'État chinois aura le doigt dans leurs satellites militaires. Enfin, on peut pratiquement comprendre la raison pourquoi cette vente a été bloquée. Et je pense aussi, si vous regardez, CFIUS avait autorisé par exemple la vente de Syngenta, qui est quand même une énorme compagnie, à la compagnie chinoise chimique, parce que là il n'y a pas un risque, disons, même s'il y a des risques, mais il n'y a pas un risque, je dirais, militaire stratégique pour les Chinois acquérir des actifs technologiques européens, mais surtout américains ou qui ont une activité aux États-Unis, ça me semble devenir pratiquement maintenant impossible. Imaginez si c'est Obama ou l'administration d'Obama qui bloque ça, qu'est-ce qui va se passer quand ça sera l'administration de Donald Trump? Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. On est au début de cette séance américaine, pour l'instant les indices US ne font pas grand-chose. Et sur ce rapport de l'emploi américain avec un chiffre qui marque les esprits quand même, c'est la non-accélération des salaires. On peut regarder la progression du salaire horaire moyen de plusieurs manières. Sur un mois, on est sur une légère baisse du salaire horaire moyen aux États-Unis, moins 0,1%. Et puis si on regarde la comparaison sur un an, novembre 2016 par rapport à novembre 2015, on est toujours sur un rythme de progression, mais plus faible que ce qu'on avait jusqu'à présent, puisqu'on passe d'une progression annuelle de 2,8% à 2,5% seulement pour le salaire américain au mois de novembre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette non-accélération des salaires, ou est-ce qu'au contraire c'est la situation idéale pour les investisseurs? Un peu de croissance, pas trop d'inflation. Qu'est-ce que ça peut dire également du côté de la Réserve fédérale américaine? On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Pourquoi est-ce qu'on a anticipé tellement d'inflation aux États-Unis et pourquoi ces salaires en fait ne progressent pas plus rapidement? Alors je dirais, si on anticipe de l'inflation aux États-Unis, c'est parce qu'on sait que avec tous les programmes de stimulus de l'économie de Donald Trump, le taux de croissance devrait passer à 3 ou même 4% l'année prochaine. Mais, et c'est ça le grand mais, pour qu'il y ait de l'inflation dans une économie, la courroie de transmission à l'inflation, c'est par les salaires. L'inflation, elle ne viendra pas de la hausse des prix de la viande, des légumes, elle viendra vraiment de la hausse des salaires. Et ne la voyant pas aux États-Unis, ça remet en cause peut-être ce scénario qui avait été mis en avant un peu trop rapidement par les marchés obligataires, d'une remontée très rapide des taux d'intérêt. On a eu quand même le 10 ans qui est passé de 1,5 à 2,5 depuis en un mois aux États-Unis. Et ça met même en question de savoir si est-ce que la Fed l'année prochaine va être agressive, parce que la Fed, si elle ne voit pas les salaires progresser ou les voit progresser seulement entre 2 et 2,5%, ne peut pas vraiment monter les taux, parce qu'à ce moment-là, disons, on pourra accuser la Fed tout simplement d'avoir cassé la reprise. Donc ça sera une situation difficile pour la Fed. Et par contre, pour les marchés financiers, je dirais, c'est une bonne situation, cette croissance qui va se traduire par une augmentation des profits des entreprises. Et si les profits des entreprises, là on parle comme un capitalisme brutal, mais si les profits des entreprises augmentent et que les salaires n'augmentent pas, vous voyez que les marges vont augmenter, les résultats vont être satisfaisants, et je dirais que pour les marchés boursiers, on est vraiment là dans un environnement qui est très porteur, mais je dirais aux États-Unis. On ne peut pas vraiment avoir le même discours pour le reste du monde. Non, l'histoire européenne, et on le comprend aujourd'hui, est un peu différente encore aujourd'hui en termes de croissance, en termes de rythme d'inflation également.
Juste un mot, comment est-ce qu'on comprend, Grégory? Alors, comment on fait le lien d'ailleurs? Parce que on a un taux de chômage qui recule très nettement. On passe de 4,9% à 4,6% pour le taux de chômage au mois de novembre. On est sur un plus bas depuis 9 ans maintenant aux États-Unis. On n'a pas cette accélération des salaires, mais on a un taux de chômage qui ne cesse de reculer. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça, Grégory? Oui, alors là, il y a un mot et il y a un chiffre, ça s'appelle labor participation, donc c'est la participation de la population totale au marché du travail. Et sur le mois de novembre, il y a eu plus de 300 000 Américains en moins qui étaient dans le marché du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été renvoyés, parce que s'ils avaient été renvoyés ou s'ils avaient perdu leur emploi, ça serait des chômeurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des raisons, démographiques, il y a moins de gens qui rentrent dans ce marché du travail ou des gens qui en sortent, prenant leur retraite par exemple. Pour des raisons d'éducation, vous avez des gens qui poursuivent peut-être leurs études d'une année ou de 2 ans ou qui recommencent à faire des études pour essayer d'avoir des emplois meilleurs ou avec une meilleure rétribution. Donc ça veut dire tout simplement que la masse totale de la population qui est à même de travailler est en train de diminuer. Et je dirais c'est plus un problème démographique en fait, d'une certaine façon, que un problème économique. Donc on peut quand même dire que ces 4,6% représentent la réalité d'un pays où c'est pratiquement le plein emploi, mais avec des gens qui sont pas très satisfaits, et ça s'est vu lors des élections au mois de novembre, puisque en fait plein emploi ou pas, leur pouvoir d'achat non seulement ne progresse pas, mais en fait il diminue, parce que on dit qu'il n'y a pas d'inflation, mais par exemple par rapport à il y a 10 ans, si votre salaire n'a augmenté que de 2,5% en moyenne, le coût de la vie a augmenté beaucoup plus que ça. Donc ça explique assez bien, disons, cette montée de Donald Trump en puissance sur ces derniers mois. Ah oui, on a dans ce rapport mensuel sur l'emploi une partie effectivement de l'explication du vote en faveur de Donald Trump, une économie au plein emploi, on peut toujours en débattre, mais grosso modo on y est, avec une très faible accélération des salaires et des gains de pouvoir d'achat qui sont limités. D'ailleurs, un mot du pétrole peut-être à ce sujet, Grégory, on évoque souvent la répercussion assez immédiate et assez directe de l'augmentation des prix du pétrole sur les prix à la pompe aux États-Unis. Est-ce que c'est en train de devenir un sujet, ou est-ce que ça peut potentiellement devenir un sujet pour les prochains jours, les prochaines semaines? Écoutez, j'aimerais bien répondre pratiquement par une boutade, c'est-à-dire que plus le pétrole baissait, et on a eu quand même un pétrole qui est passé de $100 à moins de $30 le baril, plus tout le monde disait « Ah, c'est fantastique, la consommation va exploser aux États-Unis, va atteindre des niveaux fantastiques ». On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, en fait, les Américains dépenser plus parce que le pétrole était moins cher. Ils ont peut-être économisé un tout petit peu plus. Donc maintenant, il faut être très prudent en disant le pétrole remonte, ça va avoir un impact négatif sur la consommation. Il faut apprendre les leçons un peu de ce qu'on vient de voir. Et l'autre chose, je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que la Réserve fédérale et tous les statisticiens, quand ils regardent l'inflation, tout simplement, ils regardent l'inflation sans 2 secteurs importants, la nourriture, mais surtout sans le secteur de l'énergie, parce que c'est des chiffres beaucoup trop volatiles. Donc, je dirais, la remontée du cours du pétrole, en tout cas pour les États-Unis, aura peut-être beaucoup moins d'importance pour la consommation et beaucoup moins d'importance pour l'inflation qu'on pourrait y penser. Bon, alors tiens, on parlait d'emploi, la préservation des emplois sur le sol américain, là c'est le premier cheval de bataille de Donald Trump, qui je crois hier était dans l'Indiana, c'est ça, on en parlait il y a quelques jours avec vous, pour défendre les emplois d'une société d'appareils de climatisation. L'entreprise s'appelle Carrier, et ce sont 1000 emplois qui sont préservés ou qui sont en passe d'être préservés sur le sol américain. L'entreprise voulait délocaliser ses emplois au Mexique, je crois, de mémoire, Grégory. Et Donald Trump en fait un emblème. Il menace même assez directement les entreprises américaines qui auraient la mauvaise idée de chercher à délocaliser un certain nombre de postes et d'emplois. Oui, c'est assez intéressant comment il a utilisé cette histoire. Donc il a mis de la pression sur Carrier, mais surtout sur la compagnie qui possède Carrier, qui s'appelle United Technologies. United Technologies, c'est une des 50 plus grandes compagnies aux États-Unis, mais c'est surtout une compagnie qui dépend énormément des contrats du gouvernement, et notamment dans le transport, l'armement, puisque 10% des revenus de cette compagnie dépendent du gouvernement américain. Donc il était en position de force en prenant son téléphone et en disant « Oulala, vous allez garder ces emplois ». Qu'est-ce que l'État a offert? Et ça, c'est l'État de l'Indiana. Ils ont offert des crédits d'impôt
d'impôt de 7 millions. C'est pas beaucoup, puisqu'en fait, Carrier pensait économiser 60 millions de dollars en délocalisant. Mais je dirais, il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ça a donné une leçon peut-être à beaucoup d'autres compagnies américaines maintenant qui vont tout simplement réfléchir à 2 fois parce qu'elles n'ont pas envie de subir la pression du gouvernement, ou bien ça va donner la leçon à des compagnies qui vont essayer directement de négocier des avantages fiscaux avec le gouvernement. Et puis, pour l'anecdote, c'était assez intéressant, dans la conférence de presse hier de Donald Trump, il disait « Ah, j'ai parlé au CEO de UTX, un type fantastique, comme il dit, extraordinaire, great guy, mais il m'a dit « Ah, mais on vient de construire l'usine au Mexique, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Et Donald Trump lui a répondu « Écoutez, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la détruire si vous voulez, c'est le dernier de mes soucis, mais vous n'allez en tout cas pas envoyer des Américains travailler au Mexique. » Donc c'était un peu la réponse du président américain. Je dirais en fait la dernière chose à laquelle on pense pas, c'est qu'au niveau public relations, relations publiques, publicité, pour la maison Carrier, je ne sais pas si vous les connaissiez, moi je les connaissais parce que tous les airs conditionnés qu'on a ici aux États-Unis, mais en fait, ils ont eu une publicité gratuite très très favorable et rien que ça, je pense que ça va avoir un impact très bénéfique sur leurs profits, beaucoup plus que l'économie qu'ils auraient eu en envoyant 1 millier de travailleurs au Mexique. C'est l'effet Trump alors magnifique sur les c'est l'effet Trump alors magnifique sur les ventes peut-être à venir effectivement des climatiseurs Carrier. Et puis alors ça a été l'actualité quand même surprise hier soir. Il faut qu'on en dise encore un mot, Grégory, puisque le titre Starbucks est un peu sous pression, il faut le noter, moins 2%. La démission surprise de Howard Schultz, qui s'explique, qui passe la main, mais il faut quand même qu'on explique ce qui s'est passé. Enfin, c'est un PDG emblématique d'une compagnie américaine emblématique. Oui, il s'en va pas vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il était à la tête de cette compagnie qu'il avait créée et Starbucks était devenu quand même non seulement une des marques les plus connues au monde, mais une des compagnies à plus forte croissance au monde. Évidemment, quand vous arrivez à une certaine taille, cette croissance, elle commence à ralentir. Et ce que Schultz veut faire, c'est consacrer tout son temps et toute son énergie à une petite partie pour le moment de l'activité de Starbucks qui s'appelle Starbucks Reserve, qui est une activité en fait de café haut de gamme. Il veut évangéliser le monde en disant écoutez, maintenant vous achetez des cafés normaux, très bons à Starbucks à 4 ou 5 euros. Moi je vais vous vendre des cafés à 12 euros la tasse, mais vous allez les voir être torréfié sous vos yeux, vous aurez un service de luxe, vous allez avoir des sommeliers spécialisés pour le café. Donc je dirais tout simplement, Schultz, il n'a plus rien à prouver, il a dirigé cette compagnie, il en a construit une compagnie qui maintenant a 25 000 restaurants, si on peut dire, et ce qu'il veut faire, c'est développer un relais de croissance auquel il croit, avec ce nouveau concept. Il y a déjà en Asie 1 ou 2 de ces hyper Starbucks qui sont immenses et avec des prix très très élevés. Je pense que ça remet pas du tout en question les Starbucks habituels. La réaction des investisseurs, je dirais, c'est plutôt juste parce qu'ils réalisent qu'en fait l'histoire de la croissance de Starbucks c'est un peu derrière nous et que si Schultz réussit, d'accord, mais si en fait cet effort sur le café de luxe ne marche pas, il faudra se contenter d'avoir une super entreprise très très rentable mais avec des taux de croissance absolument naturels. Bon, ce qui est déjà pas mal. Un mot aussi, alors là aussi je crois que la décision n'a pas encore été rendue, mais un comité américain chargé de superviser les investissements étrangers recommande à Barack Obama, encore président, d'annuler le deal qui prévoit le rachat d'une entreprise allemande par une entreprise chinoise. Donc on se dit, qu'est-ce que les États-Unis viennent faire là-dedans? Extron, c'est l'entreprise de semi-conducteurs allemande qui est normalement en passe d'être rachetée par un groupe chinois. Ça pose problème visiblement pour des raisons de sécurité, comme souvent aux États-Unis. Oui, alors pour le moment la décision n'a pas été prise, mais en fait les fuites semblent indiquer que c'est CFIUS, le comité contre les activités anti-américaines, en gros, qui va bloquer cette vente. Pourquoi? Tout simplement parce que 10% de la production de cette entreprise technologique de semi-conducteurs, on les retrouve dans les satellites militaires aux États-Unis fabriqués par Northrop Grumman. Donc très très délicat pour les Américains quand on connaît ce que font beaucoup de compagnies chinoises qui ne sont pas des compagnies privées mais qui dépendent directement de l'État.
d'imaginer que l'État chinois aura le doigt dans leur satellite militaire. Enfin, on peut pratiquement comprendre la raison pourquoi cette vente a été bloquée. Et je pense aussi, si vous regardez, CFIUS avait autorisé, par exemple, la vente de Syngenta, qui est quand même une énorme compagnie, à la compagnie chinoise chimique, parce que là, il n'y a pas un risque, disons, même s'il y a des risques, mais il n'y a pas un risque, je dirais, militaire stratégique. Pour les Chinois, acquérir des actifs technologiques européens, mais surtout américains ou qui ont une activité aux États-Unis, ça me semble devenir pratiquement maintenant impossible. Imaginez si c'est Obama ou l'administration d'Obama qui bloque ça, qu'est-ce qui va se passer quand ça sera l'administration de Donald Trump? Grégory Volokin, qui était avec nous tout à l'heure, président de Mescard Financial Services, le rapport mensuel sur l'emploi, donc qui reste le chiffre du jour. On y reviendra bien sûr avec nos invités. Le Club de la Bourse, ça va commencer dans moins d'un quart d'heure maintenant. Il est 16h49.